Prudence de rigueur à Paris face à l'ouverture d'un dialogue en Algérie entre le régime et les islamistes. Attentisme à Alger, le fils annonce qu'il veut réunir ses dirigeants avant de discuter avec le pouvoir. Les extrémistes du GIA réaffirment leur hostilité au processus. Comment et avec qui le dialogue peut-il calmer la violence en Algérie? Comment la France peut-elle réajuster sa politique? Le point de vue croisé de deux spécialistes, un Algérien, Ahmed Rouadjia, historien, et un Français, le professeur Bruno Etienne, de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Bonsoir. Bilan globalement positif, mais des efforts à faire dans certains secteurs. C'est ainsi qu'on peut résumer le rapport sur la santé des Français, un rapport mis au point par le Haut Comité de santé publique et dont une première version est publiée aujourd'hui par le journal Impact Médecin. Il s'agit du premier bilan de santé exhaustif du pays. Les explications de Jean-Pierre Quinson. Première conclusion des experts, la santé s'est améliorée en France au cours des 10 dernières années. Témoin l'espérance de vie qui est une des meilleures du monde. De même, pour certaines pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, la France bénéficie d'une position privilégiée. Néanmoins, et c'est la deuxième conclusion du rapport, la santé est menacée de détérioration. La vieillesse et le handicap ne sont pas assez pris en charge. La progression du cancer du poumon est inquiétante. Les accidents et le suicide des jeunes sont particulièrement fréquents. En conséquence, troisième conclusion, des actions de santé publique doivent être prioritaires. Augmentation régulière du prix du tabac, développer l'hygiène des hôpitaux, mieux préparer les généralistes à la prise en charge psychiatrique. Au total donc, un bilan, mais aussi un plan d'action d'ici l'an 2000. Le rapport doit être officiellement remis au ministre de la Santé dans quelques semaines. S'il vous intéresse, vous le trouverez demain dans Impact Médecin Hebdo. C'est un beau tohu-bohu qu'a déclenché Michel Bon, le directeur général de l'ANPE. Dans un entretien publié ce matin par Les Échos, il propose d'imaginer des contreparties à l'indemnisation des chômeurs. Les réactions ont fusé en tous sens aujourd'hui. Isabelle Billet, Stéphane Blakowski. Ce que l'on sait de cette proposition de Michel Bon, peu de choses encore. Juste cette phrase tirée d'une interview publiée ce matin dans Les Échos. Pour favoriser le retour à l'emploi, le directeur de l'ANPE propose de demander une contrepartie aux chômeurs indemnisés. Par exemple, leur imposer un travail d'intérêt général. La mesure n'est pas nouvelle, elle est mise en pratique en Allemagne. À une différence près, c'est qu'elle n'est pas imposée, mais proposée. Résultat, aujourd'hui, l'idée fait grincer des dents. Réaction de Michel Giraud, ministre du Travail. Il souligne que Michel Bon livre là une réflexion personnelle. Côté syndicat, c'est le tollé. La CGT parle d'opération de culpabilisation. Force ouvrière craint qu'on prenne les chômeurs pour des parasites sociaux. Les intéressés, eux, s'interrogent et se montrent plutôt partagés. Je serais intéressée à partir du moment que ça ne prend pas tout mon temps pour la recherche d'un emploi. Moi, j'ai bossé pour des associations. C'était soi-disant, ils ne nous payaient pas, mais en fin de compte, ils nous payaient, mais ça nous donnait envie de revenir travailler avec eux. Moi, je dirais non, parce que je préfère un emploi qui me permette d'élaborer des projets à long terme. Le gouvernement souhaite réduire sa contribution à la taxe professionnelle. Le manque à gagner de plusieurs milliards de francs pour les collectivités locales sera compensé par un effort supplémentaire des entreprises. Le CNPF dénonce le procédé. Je suis inquiet des effets que pourrait avoir l'augmentation de la taxe professionnelle sur l'emploi, sur l'investissement et donc sur la dynamique de la reprise économique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà mon inquiétude. Pour réduire le déficit budgétaire, le gouvernement va lancer une série d'augmentations. Dès le 7 novembre, les cigarettes seront 7% plus chères. En 95, ce sera au tour des carburants, 20 à 25 centimes par litre pour le super, jusqu'à 30 centimes pour le sans-plomb. Les chauffeurs routiers et plus généralement les possesseurs de diesel seront épargnés. Le gazole ne devrait augmenter que de 4 centimes. Service normal sur Air France demain et après-demain. Les pilotes de la compagnie ont suspendu leur appel à la grève prévu pour ces 2 jours. Syndicats et direction se sont donnés jusqu'à dimanche soir pour trouver un accord sur les salaires. À quelques heures du discours télévisé de Bill Clinton, le bras de fer se poursuit entre les États-Unis et la junte militaire haïtienne. 18 navires de guerre américains croisent en ce moment au large de l'île, où le général Cédras se dit prêt à mourir plutôt que de quitter le pouvoir. Bill Clinton tentera tout à l'heure de justifier une éventuelle intervention militaire. 3/4 des Américains y sont opposés. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Jean-Louis Dutarré va être entendu sous peu par le juge Couroy. Le magistrat a délivré un mandat d'amener contre l'ancien collaborateur d'Alain Carignan.
L'interrogatoire devrait notamment porter sur le dossier du Dauphiné News. Le maire de Grenoble est déjà mis en examen dans cette affaire. La justice le soupçonne d'avoir accordé un marché public à la Lyonnaise des Eaux dans des conditions douteuses. Un millier de personnes environ assistaient cet après-midi aux obsèques de Christian Leprince, de sa femme et de leurs 2 enfants. La famille a été assassinée au début du mois par Daniel Leprince, le frère de Christian. La foule était venue si nombreuse que des haut-parleurs ont été installés à l'extérieur de l'église. Dans son homélie, le prêtre a lancé un appel pour éviter tout sentiment de vengeance. Des progrès dans la recherche sur les causes du nanisme. Une équipe de l'hôpital Necker de Paris a réussi à localiser l'anomalie génétique responsable de la forme la plus courante de cette maladie. C'est une erreur de codage sur un gène qui commande la production de la cellule osseuse. Grâce à cette découverte, on pourra désormais dépister pendant la grossesse toute anomalie sur le fœtus. Notre espoir à lointain terme, c'est un jour de pouvoir substituer à ce gène anormal un gène normal ou d'essayer de contrecarrer ses effets. Résultat décevant pour Auxerre, les Bourguignons ont été battus 3-1 à Zagreb. C'était une rencontre qui comptait pour le premier tour de la Coupe des Coupes. La qualification pour le tour prochain s'annonce difficile. Elle se jouera dans 15 jours à Auxerre. Suicide au Crazy Horse. Son fondateur, Alain Bernardin, s'est donné la mort aujourd'hui dans son cabaret. Il avait 78 ans. Depuis l'annonce avant-hier de l'élargissement par le pouvoir algérien des 2 chefs historiques du Front islamique du Salut, on guette les moindres signaux qui confirmeraient en Algérie une trêve dans la violence civile et l'ouverture de véritables négociations entre le régime et les islamistes. Aujourd'hui, les extrémistes du GIA ont réaffirmé avec virulence leur hostilité au processus. Morad Aïtabouche. Après 2 années de violence, le gouvernement algérien a dû finalement admettre l'échec de sa politique du tout sécuritaire. Pour le président Zeroual, il n'y a donc plus de solution militaire à la crise. À ses yeux, l'élargissement des 5 responsables du FIS est un pas important vers le dialogue, vers un règlement politique. Mais un pas apparemment dangereux. Déjà, le GIA, le groupe islamique armé, a refusé toute idée de dialogue avec le régime algérien qu'il juge impie et illégitime. Il rejette également en bloc la démocratie. Justement, parmi ceux qui la représentent, un front du refus existe aussi. Avec en tête les femmes. Leur mouvement s'est déclaré choqué et indigné par les dernières mesures prises par un pouvoir qui capitule. Sur la même longueur d'onde, il y a aussi le RCD, Parti démocrate kabyle, qui en janvier 92 avait appelé à l'interruption du processus électoral qui voyait la victoire du FIS. Reda Malek, l'ancien Premier ministre, lui, se sent trahi. Il estime même que la République est en danger de mort. La France n'est visiblement pas de cet avis. Après avoir joué la carte du régime en place et du tout sécuritaire, elle parle de pas importants. La politique de la France était, il faut changer l'économie algérienne, c'est en cours, avec des résultats non négligeables. Deuxièmement, il faut sortir du tout répressif et engager le dialogue, on essaye de le faire. J'ai lu quelque part que la France était à la recherche d'une politique de rechange. J'avoue que je ne comprends pas cette interprétation. Je le rappelle, ce qui se passe démontre le bien fondé de ce que nous avons dit depuis le début. Et pourtant, cet été, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, avait procédé à d'importants coups de filet dans les milieux islamistes français. Dans la foulée, il fustigeait les Allemands, les Anglais et les Américains qui hébergeaient des représentants du FIS et qui discutaient même avec eux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les responsables du FIS semblent bien être de nouveau des acteurs de la vie politique algérienne. Les Français ne peuvent plus les ignorer. Monsieur Rouadja, bonsoir. Vous êtes algérien, historien, politologue. Vous publiez aux éditions Cartala un livre très intéressant sur la situation dans votre pays, grandeur et décadence de l'État algérien. Pour vous, la France a véritablement une politique algérienne ? Elle a une politique algérienne, mais c'est une politique pleine de contradictions. Et cette contradiction provient du fait que la France a des relations non seulement de proximité géographique, mais des relations passionnelles, telles des relations entre couples. Et cette relation affective avec l'Algérie, qu'elle entretient avec l'Algérie, l'a obnubilée, l'a empêché d'avoir la réalité en face. Cette réalité, c'est que le fondamentalisme religieux n'existe pas seulement sous sa forme intégriste radicale,
mais il existe dans la société algérienne. Mais je ne dirais pas que le peuple algérien est un peuple intégriste et fanatique, mais il s'identifie au mouvement fondamentaliste en ce qui concerne son discours centré sur l'équité, sur la justice sociale. Et comme cette justice sociale a toujours été absente dans l'Algérie dite républicaine, le peuple algérien donc adhère naturellement au parti qui traduit le mieux ses aspirations et ses attentes. Vous voulez dire que d'une certaine manière, les fondamentalistes savent remplir le vide créé en fait par le régime lui-même exactement, dans sa déliquescence. Exactement, par l'État FLN, parce que l'État FLN, c'est quoi? Qui dit État FLN dit armée et le parti unique qui ont gouverné l'Algérie jusqu'à l'indépendance et qui n'ont pas laissé d'espace de liberté, d'expression au peuple algérien et surtout, ils ne lui ont pas permis d'accéder à la prospérité promise dans les années 70. Mais pour rester un instant encore sur la politique française, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle est maintenant un tout petit peu hors jeu par rapport à d'autres pays? Je pense aux États-Unis qui semblent avoir acquis une influence déterminante et qui ont, eux, parié sur le retour des islamistes en tant que protagonistes autorisés. Exactement. Je n'ai pas cessé personnellement d'alerter, par l'intermédiaire des médias, les responsables politiques sur leurs analyses fausses sur l'Algérie. Depuis 1993, je disais dans un article dans la revue Esprit que le fils d'Issou existe dans l'imaginaire populaire et qu'il ne faut pas voir seulement le fils, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière le fils. Y a-t-il vraiment adhésion de la population algérienne ou pas? Professeur Bruno Etienne, bonsoir. Vous êtes, on le sait, un spécialiste de l'Algérie, professeur à Aix-en-Provence. À votre avis, est-ce que la France a perdu du terrain ces derniers temps en Algérie? Oui, je pense qu'elle a perdu du terrain depuis pas mal de temps. Je voudrais reprendre l'argumentation sur le fait qu'il n'existe pas spécialement une politique claire de la France, en rappelant un élément franco-français, dirais-je, de ce que mon collègue vient de dire sur la relation franco-algérienne. Vous savez, chaque fois qu'on parle de l'Algérie, les plaies sont béantes. Moi, je connais tous les gens de ma génération pour lesquels ces plaies ne se refermeront jamais, à cause justement de cette relation ambiguë que nous avons toujours eue à l'Algérie. Et ça explique en partie seulement, la politique ambiguë de tous les gouvernements français. Vous savez, c'est un jour Rocard qui avait dit, je crois, toute notre génération, nous sommes venus à la politique par l'Algérie. Eh bien, les plaies sont béantes et les nouvelles de l'autre côté nous atteignent, pas simplement sur le plan de la logique, des rapports géopolitiques, des rapports de force, etc. Le deuxième élément, qui est beaucoup plus structurel, et là, je suis au regret de dire que M. Juppé fait son travail, moi je fais le mien, la politique extérieure française sous la Ve République et du domaine réservé du président de la République. Les affaires africaines, n'en parlons pas, depuis M. Focard, et ça n'a guère changé sous le président Mitterrand. Et un élément nouveau est intervenu, c'est que depuis que le ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité du territoire, ce qui est tout à fait logique, est amené à s'occuper des affaires algériennes, et nous l'avons très nettement vu dans les 2 dernières opérations, mais n'oublions pas que ça date de l'affaire des otages du Liban. Déjà, M. Pasqua et son équipe avaient montré qu'ils avaient des stratégies très particulières. Mais donc ça veut dire qu'il y a plusieurs politiques qui voilà, par moment semblent contradictoires. Trois instances théoriquement de décision, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et depuis quelque temps le ministre de l'Intérieur. Et c'est une analyse, j'allais dire, clinique. Mais les trois ne correspondent ni aux intérêts de la France, ni, j'allais dire, au sentiment général que nos compatriotes ont à l'égard de l'immigration, de l'islam, de l'Algérie, dans la douleur. Je voudrais dire un mot, parce que c'est mon imaginaire et ma génération. On a revu récemment ce film extraordinaire avec Jean Gabin, Pépé le Moko. Nous sommes tous prisonniers encore de la Casbah, et ça ne se règle pas par la logique d'une politique extérieure. Si on prend maintenant les intérêts strictement matériels, nous savons que la France a contribué à ce que l'Algérie reçoive des milliards. Et là, l'intérêt de l'alternance démontre que les gouvernements ont fait les mêmes sottises, avec l'idée que le bloc militaro-industriel va nous faire un scénario à la turque, c'est-à-dire que l'armée est le dernier garant de la démocratie. Or, je suis désolé de rappeler à nos hommes politiques que l'armée est au pouvoir en Algérie depuis plus de 30 ans et qu'on
on ne peut pas parler de gouvernement algérien. Ce régime, depuis novembre 88, est illégitime. Il a montré son incapacité à résoudre la crise. Zarouane a été élu pour négocier. Et quand on a vécu comme nous, y compris vous, Christine, et moi et d'autres, les accords OLP Israël, qu'on voit l'Iran négocier, je ne vois pas pourquoi il y aurait une situation arrivant dans un certain rapport de force où on n'aboutisse pas à la négociation. C'était inscrit dans un processus social, politique et économique. Professeur Ouadja, c'est votre avis? Moi, je suis d'avis avec M. Etienne sur un point, c'est que la politique qui a été menée, je ne remonte pas dans l'histoire française des années écoulées, mais seulement la politique française depuis l'interruption du processus électoral en Algérie a été à la fois ambiguë et ne sert pas les intérêts de la France. Pourquoi ne sert-elle pas les intérêts de la France? Parce qu'on a toujours négocié avec les militaires, avec le pouvoir, mais on n'a jamais essayé de voir, de parler avec la société civile algérienne et ses représentants qui sont à la fois organisés ou isolés. On écoute toujours la même version, mais on n'a jamais essayé de voir quels sont les gens qui soutiennent réellement la tendance islamiste dans sa totalité et quels sont les gens qui la rejettent. Donc il n'y avait pas une analyse, une approche globale permettant de connaître, de cerner la société algérienne, son évolution interne, ses attentes. Et vous me dites les Américains. C'est vrai que je reviendrai à votre question, oui. Les Américains, l'Algérie ne représente pour eux rien du tout sur le plan politique et affectif. Ce qui ne signifie pas qu'ils ne cherchent pas à exporter le wahhabisme en Algérie, c'est-à-dire un islamisme pasteurisé pour leurs intérêts. Oui, c'est-à-dire l'islamisme version saoudienne. Saoudienne, bien sûr. Mais même quand un régime, même si un régime très fort, fanatique, intégriste arrive en Algérie, ce n'est pas leur problème. Ils ne perturbent pas leur politique intérieure, ils trouveront toujours une solution. Mais alors... Oui, venons-en à la situation à Alger aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les hommes en place, c'est-à-dire d'un côté M. Zeroual et de l'autre les chefs historiques du FIS, peuvent véritablement engager le dialogue? Une dépêche là, nous apprend à l'instant que selon le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Madani aurait accepté donc toutes les conditions que lui propose le régime pour ouvrir le dialogue. Non mais la chose qu'il faut dire tout de suite, pourquoi le régime qui a interrompu le processus électoral et juré de ne jamais reconnaître le FIS et même de l'éradiquer, accepte aujourd'hui de négocier? Qu'est-ce que ça veut dire cette négociation? Eh bien, ça veut dire que le pouvoir abdique et qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier avec le FIS. Mais à quelles conditions? On sait très bien que dans sa dernière lettre, Abbassi Madani a repris les conditions qu'il avait exigées au départ pour négocier. La première condition, c'est sa propre libération, c'est-à-dire la libération de tous les chefs islamistes. Deuxièmement, la condamnation des généraux qui ont été, qui sont responsables de l'interruption du processus électoral. Et troisièmement, le retour à la légalité. Vous savez que les islamistes du FIS, surtout, ont toujours été favorables à la légalité. Et là, vous pensez que le régime n'aura pas d'autre choix? Il n'a pas. Le régime est divisé à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur de l'administration. Il y a une division très, très grave. Et par ailleurs, il y a beaucoup de facteurs qui militent en sa défaveur. La crise économique, le FMI, l'augmentation exorbitante des produits de première nécessité. Troisièmement, la grève générale, licenciement de 350 000 ouvriers, exode massif vers les pays européens, fuite des capitaux et surtout une économie sinistrée, une économie qui ne fonctionne qu'à 20% de ses capacités. Donc par rapport à le rejet, excusez-moi un petit point, le rejet total de la population algérienne. La population algérienne ne se reconnaît pas dans ce régime. Professeur Etienne, un mot, ce sera le dernier par rapport au tableau donc, qui vient de nous être brossé. Vous pensez vraiment que des élections pourraient à terme
servir de solution? Vous pensez que Tout à fait. les extrémistes de tous bords laisseraient Tout la à fait. mécanique Mais j'ajouterai s'enclencher? un élément, le fils aussi a été amené à négocier parce qu'il risque d'être débordé. Un des gros problèmes actuellement, c'est que plus personne ne contrôle un certain nombre de groupes. Et je pense, par quelques coups de téléphone, qu'un des accords, un des enjeux dans l'accord, c'est que le fils va, avec violence à mon avis, remettre de l'ordre en contrôlant un certain nombre de groupes. Sur votre question sur le pluralisme, c'est évident que l'Algérie est pluraliste. On peut faire un petit diagnostic, pronostic. En cas de retour devant des urnes, avec tout ce que mon collègue a dit, nous aurons un résultat qui pourrait être à peu près un tiers fils et les mouvances, la nébuleuse islamiste, parce que c'est très compliqué, vous savez, il y a d'autres partis islamistes. Donc, un petit tiers FLN, et le tiers avec, un peu comme chez nous à Marseille, avec peut-être 4 tiers comme le picon de César, le reste se partageant entre, parce qu'il y a le problème kabyle dont on n'a pas parlé, et les femmes, les démocrates, les républicains, mais le rejet complet de ce régime, ça me paraît absolument évident. C'est un échec complet. Et là, on peut le lire aussi dans l'histoire. Vous savez, ces événements ne datent pas d'aujourd'hui. La guerre d'Algérie n'est pas terminée. On a connu ce type d'événement, toujours à cause du fait que l'Algérie a cette originalité, que contrairement à beaucoup de pays arabes, elle est pluraliste. Et le pluralisme va réapparaître. Merci, souhaitons-le. Merci, professeur Etienne. Merci, professeur Ouadjar. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages, à l'un et à l'autre. Grandeur et décadence de l'État algérien, aux éditions Cartala, et une passionnante biographie d'Abdelkader, aux éditions Hachette. Voilà, puisqu'on parle de livres, continuons avec la réussite de la rentrée en matière d'édition, Guy Lagache. Derrière l'ouvrage explosif, voici l'homme du formidable succès du livre événement de la rentrée. Claude Durand, patron des éditions Fayard, a bien des raisons de sourire. L'enquête de Pierre Péan sur la jeunesse controversée de François Mitterrand se vend comme des petits pains. Sorti le 1er septembre, le livre est déjà numéro 1 des best-sellers de cette semaine. En 15 jours, 100 000 exemplaires ont été vendus, près de 200 000 distribués en librairie. Une prouesse, même s'il est vrai que d'une manière générale, le chef de l'État a bonne cote en librairie. Pour les éditeurs, François Mitterrand est un produit porteur. Les éditions Fayard le savent bien, ainsi la carrière de cet ouvrage a elle aussi bien commencé, même si elle n'a rien de comparable au succès du livre de Pierre Péan ou celui de Jacques Attali Verbatim, sorti il y a 2 ans. L'auteur y publiait ses notes prises à l'Élysée pendant le premier septennat, un best-seller immédiat. Il y a un tel rapport entre le peuple et le souverain, entre guillemets, un rapport affectif, que tout ce qui concerne celui-ci devient sujet de passion, de curiosité parfois plus ou moins bien placée. Claude Durand, qui dirige également les éditions Stock, risque bien de relancer la polémique avec la parution le mois prochain d'une biographie sur René Bousquet, le secrétaire général de la police sous Vichy. Voyons rapidement encore les tendances des marchés financiers aujourd'hui et le bond de Wall Street. Célébrons encore avant de nous quitter ce soir la beauté des corps et des âmes. C'est la grande fête noire à Lyon où a lieu ces jours-ci la première biennale de la danse. L'un des très grands moments, le programme proposé par la troupe américaine Elvin Ailey. Ça s'appelle Hymne. La chorégraphie est de Judy Jamison en hommage à Elvin Ailey, le père de la danse moderne américaine. Rythme des négros spirituels, magie d'une chorégraphie tout en force et en souplesse. Entre l'Amérique et l'Afrique, les exubérances et les tristesses de la culture noire. C'est la Biennale de la danse à Lyon pendant 15 jours encore. Place maintenant au dossier de l'histoire sur France 3. Très bonne soirée, à lundi.